Je lui ai demandé de me préparer à manger. Il est descendu et j'ai entendu un grand bruit. Je me suis précipitée en bas et je l'ai trouvé allongé dans une mare de sang. Vous avez dit, et il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de gens ont dit oui, elle l'a poussé. Pourquoi spécule-t-on sur la possibilité qu'il ait été assassiné? Quels ont été les incidents dans lesquels il a été impliqué au cours des dernières années de sa vie? Comment était son enfance? Et qui sont ceux qui se sont chargés de l'escroquer pour corrompre sa confiance en son environnement? Quels terribles secrets ont été révélés après son tragique décès? Comment sa photo agonisante est-elle arrivée entre les mains de la presse? Dans ce rapport, nous allons aborder ce sujet et bien d'autres. Il était sans doute la star enfantine la plus célèbre de la fin du XXe siècle. Son visage était instantanément reconnaissable par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais aussi son célèbre slogan « De quoi tu parles ? Willy était ?» et est répété par tous ceux qui ont vu en lui la marque d'une époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de la faveur du public. Des légendes de la comédie comme Bob Hope lui-même ou Lucille Ball, l'idolâtrée protagoniste de J'aime Lucy. Ils n'ont pas hésité à le qualifier de véritable génie, un génie dont nous avons vu l'innocence mourir presque en temps réel. L'impact de la brève carrière de Gary Coleman sur la culture populaire ne peut être comparé qu'à la tragédie cachée qu'il a portée sur ses épaules jusqu'à sa triste fin. Blanc et Noir, la série qui l'a rendu célèbre, restera l'une des plus marquantes de l'histoire. Mais ce jeune homme, qui semblait rester figé dans le temps tout en gagnant d'énormes sommes d'argent, a atteint l'âge adulte. Avec sa carrière liquidée, ses dollars dilapidés et une obscurité longtemps réprimée, grandissant en lui, une obscurité qui dévorait sa lumière, celle des projecteurs et celle de son propre âme. Sean, bienvenue sur le côté obscur de Gary Coleman. Avant de commencer, dites-moi si vous regardiez la série Blanc et Noir. L'aimiez-vous ou non? Je veux connaître votre opinion sur cette série si emblématique, dans les années 80 et dans les années 90 aussi, bien sûr. Et j'ai une question pour les plus mémorables, voyons si vous la savez. Il se trouve qu'Arnold avait un poisson dans cette série. Vous souvenez-vous comment s'appelait ce poisson d'Arnold? Je veux lire vos commentaires ici en dessous. Voyons qui répondra le premier à cela. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications. Je rappelle que les versions non censurées et sans pub sont disponibles pour les membres de la chaîne, en cliquant sur « Rejoindre ci-dessous ». Commençons. Tracy Fields était une conductrice de bus à Los Angeles et une fanatique de la désormais mythique Noir et Blanc. Elle avait grandi en regardant cette série populaire qui était devenue un bastion de l'intégrité raciale et dont les moralités cherchaient toujours à empathiser avec le côté le plus humain et solidaire du public. C'est pourquoi, lorsque Tracy a vu le petit agent de sécurité du centre commercial dans lequel elle entrait, il lui a fallu quelques secondes pour se convaincre qu'elle avait devant elle rien de moins que l'idole de sa jeunesse. Était-ce lui? Pouvait-ce être vrai? Avait-il devant ses yeux le véritable Gary Coleman? Était-il à quelques mètres de cet enfant aux yeux brillants qui avait réussi à émouvoir toute une génération? Tracy, excitée, s'est approchée de Gary et lui a demandé un autographe. Cela semblait être un rêve, mais c'était réel. Elle était prise au dépourvu. L'ancien acteur la regarda avec mépris et refusa de lui signer quoi que ce soit. S'ensuivit un épisode confus où les versions de Tracy et Gary se contredisaient. Selon Gary, Tracy s'est mise à se moquer de ses échecs professionnels récents par vengeance pour son refus. Selon Tracy, il n'y a eu aucune provocation. La vérité est que des dizaines de témoins ont pu voir un Gary Coleman furieux se jeter sur la femme pour commencer à la frapper au visage avec fureur. Et encore, et encore, et encore, et encore. Mais ne nous précipitons pas. Pour comprendre comment Gary Coleman, l'enfant le plus aimé d'une génération entière, en est arrivé là, il est nécessaire que nous commencions par le début. Gary Wayne Coleman est né à Sion, Illinois, le 8 février 1968. Et tout comme son alter ego, comme si le destin était marqué pour lui, il n'a jamais connu ses parents. Il a été adopté par Willie G. Coleman, opérateur de chariot élévateur, et sa femme Edmonia Sue, infirmière spécialisée. Personne ne pouvait imaginer que le petit, sympathique et potelé que les Coleman avaient accueilli chez eux était destiné à devenir une star. Ni qu'il s'agirait d'une étoile filante. Gary a été béni et maudit dès le départ.
En même temps, il souffrait de glomérulosclérose focale et segmentaire, une maladie rénale qui devait être traitée avec des corticoïdes et d'autres médicaments, qui, bien qu'ils aient réussi à garder sa maladie sous contrôle, ont eu des conséquences notables sur son organisme. La plus évidente était celle qui l'a maintenu comme protagoniste de la série la plus réussie de son époque pendant 8 ans. Et c'est que le traitement qui lui a sauvé la vie quand il ne mesurait qu'1 mètre et 42 cm a arrêté sa croissance et l'a laissé porter l'image d'un enfant. En 1973, Gary a subi une greffe de rein qui n'a pas fonctionné et les perspectives autour de lui sont devenues sombres. Malgré les coups durs de la vie, elle lui avait aussi accordé un don particulier. Le don d'affronter tout avec intégrité et bonne humeur, même temporairement. Toujours enthousiaste, Gary a débuté sa carrière d'acteur en 1974, apparaissant dans des publicités et de petits rôles à la télévision. Mais il recevrait bientôt le rôle le plus grand et le plus important de sa vie en 1978. Vic Perillo, son représentant, est soudainement apparu chez les Coleman et a embarqué Gary, âgé de 10 ans, et ses parents dans la voiture. Il venait de conclure une grosse affaire et n'avait pas l'intention de la laisser lui échapper. Sans beaucoup d'explications, les Coleman ont été reçus dans les bureaux exécutifs des NBC Studios à Los Angeles. Assis autour d'une énorme table de conférence, ils se retrouvèrent aux côtés du très célèbre producteur Norman Lear, du président de la chaîne, Fred Silverman, et du célèbre acteur Conrad Bain. Le producteur leur a directement présenté un concept sur lequel il travaillait depuis un moment. Il s'agissait d'une histoire sur un riche veuf blanc de Manhattan qui adoptait 2 enfants afro-américains. Après avoir perdu son souffle en racontant le synopsis, Lear s'est retourné et a fini par clarifier ses intentions. Voulait-il que Gary interprète le frère cadet de cette sympathique famille recomposée ? Tous les yeux se sont tournés vers l'enfant, qui, optimiste et déjà habitué à se battre pour avancer, a haussé les épaules et souri. Mais cela ne suffisait pas. Les choses ne sont jamais si faciles dans le monde du divertissement. Là même, et à sa surprise, son représentant est devenu sérieux et lui a expliqué que pour décrocher le rôle, il devait se prêter à une improvisation théâtrale avec Conrad. Ses parents ont douté, mettant soudainement une grande pression sur elle. Malgré tout, Gary a souri à nouveau et s'est levé, prêt à prouver qu'il était un investissement sûr. Les témoignages concordent sur le fait que l'improvisation entre le petit garçon de 10 ans et l'acteur consacré était brillante. Ils semblaient être des collègues ayant passé des années en tournée théâtrale. Tout doute a été dissipé, et 6 épisodes de Diff'rent Strokes ont été commandés, en sautant complètement le pilote. Ils étaient à ce point confiants. Et ils n'avaient pas tort. Diff'rent Strokes serait connu sous différents noms selon la région où il serait diffusé, comme Arnold ou comme Blanc et Noir. Un succès était sur le point de naître, un succès qui se transformerait bientôt en un cauchemar sombre. Gary et ses parents sont rentrés incrédules chez eux à Chicago face aux événements à venir. Avec ce même sentiment, ils ont fait leurs valises. Ils devaient être à Hollywood en 1 semaine. Cette nuit-là, Sue a dit à Willie qu'elle craignait qu'une série télévisée soit trop pour leur fils malade. L'homme a été catégorique dans sa réponse. Gary allait bien se porter. Tous veilleraient à ce que son bien-être soit prioritaire. Ils prendraient soin de lui, le chouchouteraient, tisseraient pour lui le meilleur des destins. Une promesse qu'il a tenue et brisée à parts égales. Diff'rent Strokes a reçu des critiques mitigées sur NBC, mais Fred Silverman, qui avait pris en charge le projet, n'a jamais perdu espoir. Malgré les doutes d'autrui, il a appelé à la patience. Il savait que lorsque les foyers connaîtraient Gary en profondeur, le magnétisme serait imminent. Vu ce qui s'est passé, nous pouvons affirmer qu'il avait raison. Les cotes ont vite grimpé et Blanco y Negro est devenu la série numéro 1, comme l'a rappelé Conrad Bain, et à quiconque lui demandait que le talent d'acteur de Gary était exceptionnel et que son timing était meilleur que celui de n'importe quel autre acteur qu'il avait connu. Les éloges pleuvaient, les couvertures arrivaient, les interviews, c'était chose courante. Sans aucun doute, il faisait en face à un prodige obéissant, charismatique et proactif. Pour couronner le tout, il faisait en face à une machine à produire des dollars. Gary, ses parents et son agent ont alors défini les postes pour gérer la carrière de la jeune star. Ils ont nommé la comptable Anita de Thomas, les avocats Harry Sloan et Larry Coppin et le publiciste Larry Goldman. En formant cette équipe, ils voulaient montrer leur engagement total à donner le meilleur pour leur fils. S'ils savaient dès le début qu'ils allaient finir par le tromper, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas savoir. Selon l'accord, Willie et Sue recevraient 20% des bénéfices du petit en tant qu'administrateur personnel.
Toute une affaire, si l'on considère que le salaire de Gary est passé de 1600 $ initiaux à 25 000 $ par épisode. Ironiquement, malgré sa taille, il devenait un géant de l'industrie. Mais évidemment, l'enfant s'en souciait peu. Dans ses fantasmes, agir lui permettrait de se rapprocher d'autres enfants attirés par sa personnalité. Ainsi, il pourrait être tous les amis que sa maladie ne lui avait pas permis de se faire. Lorsqu'il a découvert que les tournages signifiaient passer de longues heures entouré d'adultes inquiets, ses illusions ont commencé à s'éteindre. Encore une fois, tout est devenu gris et les problèmes de santé sont devenus le centre d'attention. En 1983, il a dû subir une nouvelle transplantation rénale. Encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et il a été conclu que Gary devait subir une dialyse pour le reste de ses jours. Avec noblesse, l'acteur a accepté encore une fois, comme il le faisait avec tout. Mais la goutte qui ferait déborder le vase était sur le point d'arriver, et avec elle tout échapperait à tout contrôle. La triste adolescence de Gary. Avec sa carrière décollant rapidement, Gary s'était montré heureux et satisfait lors des interviews. En fait, il déclarait souvent qu'il devait tout à sa mère et soulignait que sa relation avec son père avait radicalement changé, pour le mieux. Tout semblait être marqué par la bonne aventure et la critique lui prédisait un avenir brillant. Cependant, tout n'était qu'un écran de fumée. Entre deux enregistrements, Gary subissait un traitement dévastateur qui le laissait pensif et triste. Ses pensées sont devenues de plus en plus angoissantes, empirant avec l'arrivée de la puberté dans sa vie. Gary était alors un adolescent timide avec les femmes, intimement convaincu qu'il ne pouvait pas être attirant pour aucune fille de manière authentique. Savait-il ou croyait-il que si elles s'approchèrent de lui, c'était grâce à son succès et non pour d'autres raisons? Est-ce à ce moment-là que son ressentiment est né? Nous ne savons pas avec certitude, nous savons seulement que l'idée de continuer à jouer un enfant de 8 ans ne l'enchantait plus. Les conséquences? Gary a commencé à devenir taciturne, hostile, peu cordial. Quand il criait en action, il gonflait ses joues, bougeait vivement et faisait rire tout le monde. Quand on criait coupe, une expression froide recouvrait ses traits. En remportant le prix People's Choice Award pour la 4e année consécutive en tant que meilleur jeune artiste à la télévision, il ne pouvait que soupirer. Beaucoup enviaient sa vie de petit, privilégiée avec un travail dans le monde du divertissement. En même temps, il désirait autre chose, quelque chose de plus simple, un peu d'amour. Avec l'atmosphère de plus en plus tendue, des affrontements inhabituels ont même éclaté. Conrad Bain, qui avait tant exalté Gary, a commencé à être agacé par la façon dont ce dernier lui volait la vedette. Le malaise s'est propagé aux autres acteurs, et, comme si quelque chose manquait, Gary s'est soudainement retrouvé face à tous ceux qui lui avaient dit pendant des années qu'ils l'admiraient. De plus, les parents de Gary, Willie et Sue étaient omniprésents sur le plateau, rôdant, posant des questions et donnant des avis inappropriés. Face à cette combinaison, Gary a fini par se replier de plus en plus sur lui-même, tissant un réconfort. Il lui restait au moins ses millions. Il se répétait souvent qu'un jour ou l'autre, quand il serait plus âgé, il pourrait saisir sa fortune et essayer de trouver sa place dans le monde. Loin de tant de personnes intéressées, il ne s'imaginait pas qu'il allait recevoir un coup très dur à propos de tout cela. L'ébullition hormonale typique de 16 ans a fait que la petite patience qui restait encore en Gary a sauté dans l'abîme. Il n'était plus du tout heureux avec ce soi-disant travail de rêve. Ses parents étaient plus des geôliers que des gardiens responsables, et ses camarades semblaient mener contre lui une guerre silencieuse, chargée d'envie. C'est à ce moment clé qu'un nouveau personnage est entré dans sa vie, Dion Mail. Un garçon un peu plus âgé qui avait eu un rôle de figurant dans la série et qui deviendrait ensuite son assistant personnel. Leur relation a commencé à se rapprocher de plus en plus. Dion était grand et athlétique, tout ce que Gary aspirait à être. De plus, Dion avait faim de gloire, quelque chose dont Gary avait en excès. Les parents de Gary approuvaient cette amitié, donc quand le jeune homme a demandé s'il pouvait emménager avec Dion dans son propre appartement, ils l'ont encouragé sans hésiter. Dans le nouvel endroit, Gary a installé des maquettes de trains parcourant chaque pièce. Tard dans la nuit, il écrivait de la poésie et dessinait des figures détaillées de super-héros de fantasy, projetant une force et une audace dont il se sentait dépourvu. En secret, il aspirait à ressembler davantage à d'autres jeunes de son âge et, en même temps, il semblait s'accrocher à une enfance où tout était plus simple. Il n'était pas nécessaire d'être très observateur pour savoir que Gary était tiraillé entre deux versions de lui-même, et déjà à cette époque, son entourage le plus proche commençait à se demander laquelle d'entre elles l'emporterait. Il savait que l'acteur était sur le point de craquer, une rupture qui a finalement eu lieu lors d'une pause du tournage.
Ce midi-là semblait être une journée de tournage ordinaire sur le plateau de Blanc et Noir. Cependant, il marquerait un avant et un après. Alors que tout le monde se rafraîchissait et se préparait à retourner sur scène, Willie a entendu des cris étouffés venant des loges. Il s'est dirigé vers celui de Gary et a confirmé que les sons violents provenaient de là. En entrant, il a assisté à une scène qui n'aurait jamais pu être conçue dans la série Todd Bridges. Le sympathique Willis a immobilisé Gary au sol et le frappait. C'est à ce point que les choses s'étaient envenimées entre eux. Le père de Gary les a séparés, mais la relation entre les frères à l'écran ne serait plus jamais la même. Le tournage a été annulé aujourd'hui. Avant Hirse Gary, il s'est chargé de faire savoir à tous qu'il ne voulait pas d'une pause de quelques heures, il voulait une pause permanente. À ce moment-là, son salaire par épisode était de 100 000 $. Avant de parler de Blanc et Noir, je veux vous dire qu'on parle d'une sorte de malédiction qui a entouré la vie de tous ceux qui ont été impliqués, aussi bien devant que derrière l'écran. Une autre des victimes de cette malédiction, évidemment, était l'actrice Dana Plato. Si vous voulez que nous parlions de Dana, je veux lire vos commentaires ici en dessous. Dites si vous voulez voir le documentaire sur Dana. Si oui Dana, mettez Dana oui. Si vous voulez, mettez Dana oui dans les commentaires. Et si on dépasse les 5000 likes sur cette vidéo. Demain, nous relaterons la vie tragique de Dana Plato dans une deuxième partie, qui est même, je ne sais pas si, pire que ce qui est arrivé à Gary Coleman. À 17 ans, Gary a dit adieu définitivement à la série qu'il avait placée sous les feux de tous les médias. Mais la liberté tant désirée lui est tombée dessus avec la fureur d'un animal sauvage, quelque chose que le petit et immature Gary n'était pas prêt à supporter. Gary a convaincu son représentant de chercher de nouveaux horizons. Il avait lui-même en tête des projets plus matures, où il pouvait déployer tout le talent dont Blanco y Negro n'exploitait qu'une petite partie. Mais Hollywood n'était pas intéressé à embaucher un petit acteur qui avait autrefois été célèbre pour avoir joué un enfant. Gary a dû faire face à la réalité du monde du spectacle et à la situation de sa propre vie. Bien qu'adulte, il était toujours perçu comme un enfant par son entourage. Cette révélation a marqué le début du film, après de brèves apparitions qui ont prouvé que son image n'était plus rentable. Le caractère optimiste de Gary a commencé à s'aigrir, et les désillusions sont arrivées les unes après les autres. Sans lui donner le temps ni l'espace pour se remettre, Gary est devenu déprimé et a commencé à faire de dures déclarations contre l'industrie. Il a dit à la presse qu'il pensait que les idiots de l'industrie de la télévision n'étaient intéressés que par les formules éprouvées et vraies. Dans une amère interview télévisée, il a également dit qu'il sentait que son avenir était derrière lui. En vérité, tout était derrière lui, mais une personne ne l'avait pas abandonné. Le bon Dion, Terry, la mère de ce jeune homme, est également devenue amie avec Gary. Elle a commencé à passer plus de temps dans l'appartement qu'ils partageaient. La femme, très aimable et à l'écoute, a fini par connaître l'histoire de Gary et a conclu que tout le monde l'avait effectivement trompé. Mais pas seulement cela, la femme a osé ouvrir une porte que l'acteur avait bloquée depuis des années, avec un ton posé et sachant. Peut-être que la réponse lui a dit « Mais Gary, qu'est-ce qui est arrivé à ta fortune ?» Et Gary, sans travail et sans véritable perspective d'en obtenir un, l'un a rapidement tremblé à la simple pensée de ce que l'autre suggérait. Le pire scénario s'est finalement confirmé pour lui lorsque Anita de Thomas, sa comptable, lui a admis par téléphone qu'elle ne savait pas exactement où ses parents avaient investi la majeure partie de leur argent. Face à une imminente nouvelle crise de dépression, on lui a dit qu'il devait prendre des mesures légales. Une autre dure déception se profilait. La désillusion est un mauvais conseiller. La chute en disgrâce de Gary Coleman aurait pu être une combinaison très malheureuse. Un succès prématuré l'empêchant de mûrir émotionnellement. Une série de désillusions ajoutées à une grave maladie incurable et à certains détails médicaux. Il a été étudié que certaines personnes traitées dès leur plus jeune âge avec le médicament que Gary était obligé d'utiliser développaient un caractère violent et amer. En découvrant que sa fortune avait pratiquement disparu et que l'industrie n'était pas intéressée à faire l'effort de lui créer une nouvelle image qui le détacherait du petit Arnold, l'acteur est tombé dans un puits émotionnel. À un autre journaliste, il a dit « Je blâme mes parents de ne pas savoir gérer ma vie. Ils étaient censés bien le faire. » À ce moment-là, Gary avait poursuivi ceux qui avaient géré sa fortune et avait gagné un procès pour $1 million. Cependant, et selon certaines estimations, il aurait été escroqué pour presque 20 fois ce montant. Le déclin a été aussi profond que silencieux. Il a obtenu quelques rôles insignifiants, a été honoré dans des dessins animés, et certaines campagnes l'ont mis en avant. Mais rien n'a pu le faire paraître comme dans les années 80,
et les rumeurs qu'il avait tenté de se suicider sont devenues de plus en plus courantes. Se déclarant en faillite, Gary a dû travailler comme gardien de sécurité dans un centre commercial de Los Angeles pour pouvoir survivre. Mais son ressentiment et son mauvais caractère ne lui ont apporté que plus de problèmes qu'il ne pouvait gérer. En 1998, il a été accusé d'agression alors qu'il travaillait dans le centre commercial. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. À la recherche de la paix perdue. Coleman a été arrêté pour avoir agressé une femme qui lui demandait un autographe. Il a plaidé le harcèlement pour sa défense. Il a écopé d'une peine de prison avec sursis et doit payer les frais d'hospitalisation de sa victime. Un total de 1 665 $. De plus, il a dû suivre un cours de gestion de la colère. En 2003, Coleman a fait les gros titres en se présentant comme gouverneur de Californie. Il a terminé 8e parmi 23 candidats à un poste qui était finalement revenu à un autre Arnold célèbre, le musclé Schwarzenegger. Gary a déménagé en Utah en 2005 et pendant les 5 premières années qu'il y a vécu, la police a dû être appelée plus de 20 fois pour ses comportements débridés. L'année suivante, un jeune homme de 24 ans nommé Colt Rushton a photographié Gary dans un lieu public sans son consentement. Le caractère violent de Coleman a de nouveau transformé une situation gérable en véritable émeute. Rushton et Gary se sont querellés, mais le conflit n'en resterait pas là. Sur le parking, Gary a renversé en marche arrière son admirateur imprudent. Les blessures étaient légères, mais il a reçu une nouvelle amende et a dû prendre en charge les frais médicaux une fois de plus. Il semblait perdu dans une spirale de violence, mais alors il est tombé amoureux. La paix arrivait-elle enfin dans sa vie? Non, la vérité est que la femme avec laquelle il allait se marier allait être la protagoniste des prochains scandales. Amour violent. Au début de 2007, pendant le tournage du film Chargeball, Gary a rencontré Shannon Price, une rousse qui travaillait comme figurante et qui était 18 ans plus jeune. Ce qui compte, ce n'est pas la différence de taille, mais l'intelligence, a raconté l'acteur. Ils se sont mariés en février 2008. La même année, Coleman a avoué qu'il était vierge, malgré ses 40 ans. Il était confiant et pensait que quelque chose de bon pouvait enfin lui arriver. Cependant, cela ne s'est pas réalisé. La même année, il a reçu une convocation pour trouble à l'ordre public dans l'État de l'Utah, après qu'une dispute avec sa récente épouse a dégénéré. Ils ont tous deux été convoqués, mais Shannon l'a été sous suspicion de violence domestique, un antécédent qui donnerait lieu à des rumeurs très gênantes peu après. Les producteurs les plus sensationnalistes ont alors vu une bonne opportunité, et c'est ainsi que Gary et Shannon sont apparus dans une émission de télé-réalité pour résoudre leurs différends. L'émission de télé-réalité Tribunal de divorce a mis sous nos yeux dans l'épisode diffusé le 1er mai 2008, une fois de plus le très célèbre Arnold, mais cette fois dépourvu de son charme enfantin et de sa joie. Le visage ne semblait plus lié à de bons moments, maintenant il semblait avoir vu et souffert trop. Le programme a été un véritable boom et l'intérêt pour Gary Coleman a de nouveau été à la mode. Pour quelques semaines. Gary et Shannon sont restés ensemble et 1 an plus tard, ils ont de nouveau été cités pour trouble à cause d'une nouvelle bagarre. Cette fois-ci, Gary a passé la nuit en prison. La dernière chute. 2010 serait une année difficile pour l'ex-vedette de télévision. Il a subi 2 convulsions en début d'année, alors qu'il se remettait d'une chirurgie cardiaque qu'il avait subie des mois auparavant. L'une d'elles a eu lieu sur le plateau de l'émission d'interview The Insider. Mais même si ces événements n'étaient pas en première page, Gary a refait la une des journaux le 26 mai de cette année-là. Dans un incident confus, il est tombé dans les escaliers de sa maison en Utah, se cognant la tête. Shannon, dont il avait déjà divorcé, mais avec qui il vivait encore, l'a trouvé et a appelé le 911, disant qu'il y avait du sang partout. Coleman s'était blessé à l'arrière de la tête, mais avait brièvement repris connaissance. Il a pu parler aux officiers à leur arrivée, leur disant qu'il ne se souvenait pas des événements. L'acteur a pu marcher avec de l'aide de la maison jusqu'au garage, où une civière l'attendait. Selon les rapports, Coleman était éveillé et lucide le matin du 27 mai. Il semblait donc qu'il aurait pu se rétablir. Malheureusement, son état s'est aggravé cet après-midi-là et il est tombé dans le coma. Le soutien vital lui a été retiré le 28 mai, mettant fin à sa vie. Il avait 42 ans. La relation tumultueuse de Gary avec sa femme a alimenté une série de suppositions dans les journaux et les sites à sensation. Les soupçons selon lesquels c'est Shannon Price elle-même qui a précipité la fin de Gary affaibli en le poussant dans les escaliers circulent depuis lors, bien que cette possibilité n'ait jamais été sérieusement étudiée. Moins de 2 semaines après la mort de l'acteur, la couverture du tabloïd Globe a montré une image qui a choqué les États-Unis.
On pouvait y voir Gary intubé. C'est la dernière photo que l'on connaît de lui en vie. Immédiatement, Shannon a été accusée de vendre la photographie de manière indélicate pour continuer à profiter de l'image de son ex-mari. On a même parlé de la vente qui lui aurait rapporté 10 000 $ en espèces. En 2022, la comédienne Molly Shannon a révélé qu'elle avait été harcelée sexuellement par Gary Coleman alors qu'il avait 18 ans. L'incident s'est produit lorsque l'actrice commençait sa carrière et selon elle, elle a dû le frapper pour pouvoir s'échapper. Le testament de Coleman de 1999 désignait son ami Dion Mill comme exécuteur testamentaire. Et il ordonnait que ses funérailles soient organisées par des personnes qui n'ont pas de liens financiers avec moi et qui peuvent se regarder dans les yeux. Cependant, ce document a été remplacé par un autre, ordonnant explicitement l'absence de service. Funéraires, veillées ou autres cérémonies commémorant son décès. Sue Coleman et son mari, Willie, avaient essayé d'obtenir la garde du corps de leur fils pour le ramener en Illinois. On a su qu'il avait divorcé de sa femme en 2008, mais ils n'ont pas réussi. Selon sa volonté, le corps de Gary a été incinéré. La dernière chose que l'on sait de ces cendres, c'est qu'elles sont restées en possession de son ex-femme, qui attendrait l'ordre judiciaire pour les disperser. Au parc historique Golden Spike, un site en Utah qui symbolise le voyage du premier chemin de fer transnational des États-Unis. Nous ignorons si cela l'était réalisé ou non. Après tout ce que nous avons vu, il est évident que dans la vie de Gary Coleman, aussi ironique ou cruel que cela puisse paraître, il n'y avait pas de demi-mesure. Tout était blanc ou noir jusqu'à la fin. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire de Gary Coleman, assez problématique et triste, vous a intéressé. Je vous rappelle qu'une deuxième partie est possible. Nous avons parlé de Dana Clayton. Dans cette deuxième partie, nous parlerons donc, si vous voulez que cela se produise, écrivez Dana oui dans les commentaires. Et je vous invite également à laisser votre j'aime. Si nous dépassons les 5000 j'aime sur cette vidéo, nous préparerons cette deuxième partie. Je remercie tous et chacun des membres de la chaîne, car grâce à eux, nous pouvons réaliser ces vidéos qui sont souvent démonétisées et cachées dans les recommandations de YouTube. Si vous voulez voir une de ces vidéos démonétisées et cachées par YouTube, c'est le top des prisons. Mais qui a aussi reçu une restriction d'âge, atteignant donc très peu de gens. Tapez Top Prison Magnus dans le moteur de recherche et les résultats devraient apparaître. Et si ce n'est pas le cas, est-ce disponible pour les membres de la chaîne sans censure afin qu'ils puissent le voir là-bas? Sans plus tarder, je vous dis au revoir et vous laisse quelques vidéos pour continuer le marathon. Magnus Mephisto, à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.